Bonjour tout le monde et bienvenue dans la suite de la dernière partie de ce cours. Donc, je rappelle, autrefois, nous avons vu l'appel système fork pour la création de processus suisses. Nous avons vu comment on peut utiliser cet appel système avec la gestion des erreurs et sans la gestion des erreurs, bien sûr. On a ensuite parlé de la fonction p-error pour la gestion et l'affichage des erreurs qui peuvent bien sûr apparaître suite à l'invocation de cet appel système fork. Ensuite, nous avons vu les primitives de terminaison de processus, à savoir la primitive exit. Et finalement, nous avons vu la deuxième primitive, c'était la primitive sleep pour bloquer un processus pour un certain nombre de secondes. Dans la suite de cette partie, bien sûr, on va voir la synchronisation entre le processus pair et le processus fils. Ensuite, on va parler des deux cas particuliers des processus fils, à savoir les processus zombies et orphelins. Ensuite, on va parler bien sûr des primitives de recouvrement. Alors, pour la synchronisation, donc après la création d'un processus par l'appel système fork, le processus créé et son pair s'exécutent de façon concurrente. Bien sûr, ici, la nature de la relation qui existe entre le processus pair et le processus fils, c'est la compétition. Donc, une fois le père crée le fils, ils vont être en compétition pour accéder, par exemple, à une unité centrale pour s'exécuter. Donc, ils vont entrer en compétition ou bien en concurrence pour accéder aux ressources. Donc, on a différents cas de figure. Lorsqu'un processus se termine, qu'est-ce qui se passe exactement? Bien sûr, ici, on parle du processus fils. Un père qui a créé un fils, le fils s'est exécuté, il est terminé. Qu'est-ce qui passe par la suite? Par la suite, il va envoyer un signal à son père. Il va libérer presque toutes les ressources dont il possède. Il va envoyer un signal à son père. Mais sa trace reste toujours dans la table des processus. Il ne va pas disparaître complètement. Donc, sa trace va rester dans la table de processus tant que son père n'a pas pris connaissance de sa terminaison. Ici, on parle de processus zombie. Donc, c'est comme s'il va rester ni mort ni vivant. C'est pour ça qu'on parle de processus zombie. Donc, quand est-ce qu'il va disparaître complètement? C'est lorsque son père va avoir connaissance de sa terminaison. Donc, je répète, lorsque le processus père crée le fils s'exécute, il se termine, il envoie un signal à son père, il libère presque toutes les ressources. Bien sûr, il garde une trace dans la table de processus. Il attend que son père prend connaissance de sa terminaison. Entre le temps où il envoie le signal et le temps où le père va prendre connaissance de sa terminaison, il sera dans un état de zombie. Le deuxième cas de figure, lorsque la terminaison d'un processus, bien sûr, si toujours, on est toujours dans le cas de la relation père et fils, j'ai un père qui a créé plusieurs fils, ensuite le père s'est exécuté et s'est terminé avant ses fils. Donc, est-ce que la terminaison du père implique automatiquement la terminaison des fils? La réponse est non. Donc, la terminaison d'un processus parent ne termine pas ses processus fils. Il peut se terminer et disparaître alors que ses fils sont toujours en train de s'exécuter. C'est pour ça qu'on aura besoin de synchroniser entre le processus père et les processus fils. C'est-à-dire lorsque le père se termine avant les fils, il doit attendre jusqu'à ce que ses fils se terminent. Et dans le cas de zombie, bien sûr, une fois le processus fils se termine et envoie le signal, donc le processus père doit avoir connaissance et doit prendre connaissance de la terminaison de ses fils. Bien sûr, pour faire ou bien pour assurer la synchronisation entre le père et ses fils, on possède deux fonctions de synchronisation, à savoir la fonction wait et la fonction waitPID. Donc, ce sont deux primitives qu'on va voir par la suite. Ces deux primitives permettent au processus père de rester bloqué en attente de la réception d'un signal. Bien sûr, ici, dans l'attente, on attend de la réception d'un signal lorsque le processus fils se termine avant, ou bien, lorsque le processus père se termine avant ses fils, il va attendre jusqu'à ce que ses fils se terminent. Donc, dans les deux cas, le processus père va être bloqué en attente de la réception d'un signal de la part de ses fils. On commence avec la première fonction, c'est la fonction wait. Donc, pour appeler cette fonction, il faut inclure la bibliothèque système wait.h pour pouvoir appeler la primitive. Le prototype de la primitive wait est comme ceci. Donc, vous voyez donc ici le nom de la primitive. Elle retourne un PID T
on a déjà vu ce type, nous avons dit qu'il s'agit d'un entier, et comme argument, il prend l'adresse d'un entier. C'est le statut ou bien l'état du processus qu'on est en train d'attendre. Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette primitive? Elle attend la terminaison d'un processus fils. Et donc, on a différents cas de figure. Lequel entre les fils on va attendre? Supposons que j'ai un processus père qui a créé plusieurs fils. Ici, on dit que l'attente, ou bien la primitive attend la terminaison d'un des processus fils. Est-ce qu'on doit attendre un processus bien particulier, un fils bien particulier, ou bien n'importe lequel? Bien sûr, pour la primitive wait, il attend n'importe quel processus fils. Le premier qui se termine, il va envoyer il va retourner son PID et se termine. Donc, wait attend n'importe quel fils. Donc, on ne précise pas le fils par son numéro, on attend n'importe quel fils. Le premier qui se termine et c'est bon. Et on a différents cas de figure. Donc, bien sûr, lorsque la primitive wait rencontre des erreurs ou bien des problèmes, elle retourne -1. Et c'est dans deux cas qu'elle retourne -1. Le premier cas dans lequel la fonction retourne -1, c'est-à-dire elle rencontre un problème, c'est le cas d'un processus qui n'a pas de fils. Un processus P qui n'a pas de fils, et il appelle la primitive wait pour attendre que ses fils se terminent alors qu'il n'a aucun fils. Dans ce cas-là, la fonction wait, il va retourner -1, donc c'est une erreur, il va envoyer -1. Un deuxième cas dans lequel wait va retourner -1, c'est lorsque le processus père possède des fils et on est en train d'attendre l'un des fils pour se terminer, alors que cette attente est interrompue par un autre signal. Donc le processus père est bloqué, en train d'attendre que l'un de ses fils se termine, grâce bien sûr à la primitive wait, mais pendant cette attente, on reçoit un signal qui va interrompre l'attente. Dans ce cas-là, wait se termine et il retourne -1. Donc ce sont deux cas de figure dans lesquels wait retourne -1. Il nous reste les deux autres cas de figure. Si un processus fils est déjà terminé, donc on ne va pas attendre. Supposons que j'ai un processus qui a trois fils, P1, P2, P3. L'un de ces trois c'est déjà terminé, alors que j'ai appelé wait. Wait, il va détecter qu'il y a déjà quelqu'un, il y a déjà un processus fils qui s'est terminé, donc il ne va pas bloquer le père, il va retourner directement et on n'aura pas d'attente. Le quatrième cas, s'il y a au moins un processus fils, bien sûr, on va attendre. Donc, pour bloquer le père, ceci suppose que le père possède au moins un processus fils, un ou bien plusieurs. S'il n'a pas de processus fils, c'est une erreur, on génère moins, on retourne -1. Sinon, on va attendre le premier qui se termine et c'est bon. Pour le statut, l'argument, bien sûr, nous avons dit que c'est un pointeur sur un entier. On a deux cas de figure. Un pointeur qui est nul, donc on n'a pas d'information à stocker, ou bien un pointeur qui n'est pas nul. Donc si statut n'est pas nul, les deux primitives wait et waitPID qu'on va voir tout de suite, les deux primitives enregistrent les informations sur l'état dans un entier sur lequel pointe le statut. Donc les deux primitives, ils vont enregistrer des informations sur l'état du processus dans cet entier-là. Et bien sûr, on a l'adresse de cet entier-là. Et comment on peut exploiter les informations qui sont stockées ou bien enregistrées dans cet entier-là? C'est grâce à plusieurs macros. Bien sûr, ici, nous avons cité 3 macros, il existe plusieurs. Et donc, ces macros-là vont évaluer les différentes informations qui sont stockées sur l'entier qu'on a fait passer en argument à la primitive wait. Bien sûr, on n'utilise pas l'entier, mais plutôt son adresse. Mais les macros n'utilisent pas l'adresse, mais plutôt l'entier, contrairement à ces deux primitives. Les deux primitives utilisent l'adresse de l'entier, alors que les macros utilisent l'entier lui-même. Bien sûr, si on suppose que le processus père possède plusieurs fils, est-ce qu'en appelant la primitive wait une seule fois, on va attendre tous les fils? Bien sûr que non. Wait attend le premier processus fils qui se termine.
S'il y en a plusieurs, il ne va pas les attendre. Il va bloquer le processus pair une seule fois jusqu'à ce que l'un de ces fils se termine et c'est bon. Mais si on veut bloquer le pair pour attendre tous ces fils avant de se terminer, dans ce cas-là, il faut appeler la primitive wait plusieurs fois. Combien de fois? Le nombre des processus fils de notre processus. Donc, pour attendre la terminaison de tous les fils, il faut faire une boucle sur le nombre de fils. S'il possède 3 fils, on doit appeler wait 3 fois. S'il possède 10 fils, on doit appeler wait 10 fois et ainsi de suite. Donc, on aura besoin d'une boucle, qu'il s'agit de la boucle for ou bien de la boucle while. NB fils, c'est le nombre de fils de notre processus. Bien sûr, ici, on a appelé wait avec le, le paramètre ou bien l'argument nul. On ne donne pas l'adresse d'un entier dans lequel on stockera les informations. On ne s'intéresse pas aux informations. Ce qui nous intéresse, c'est d'attendre la terminaison de tous les fils. C'est pour ça qu'on a donné, ou bien qu'on a appelé la primitive wait avec un argument nul. Maintenant, essayons de voir la deuxième primitive, c'est la primitive wait PID. Donc, on voit que en plus de wait, on a le PID, le numéro, bien l'identifiant de processus. La fonction waitPID permet d'attendre un processus fils particulier. On va le désigner par son numéro. C'est comme si on dit, vous avez 3 fils, on va attendre le premier fils, ou bien on va attendre le troisième fils. On le spécifie par son numéro. Donc, ou bien il permet d'attendre un processus fils particulier, on va le désigner par son ID, ou bien il appartenant à un groupe. Donc, peu importe le processus, l'essentiel c'est qu'il doit appartenir à un groupe identifié par son identifiant. Donc pour le prototype, il ressemble un peu à ce qu'on a déjà vu pour la primitive wait. Bien sûr, toujours il faut inclure la bibliothèque system wait. Ensuite, le nom de la primitive, elle retourne un entier. Ici, le statut, c'est le même pour la primitive wait. Et on a deux autres arguments qui sont nouveaux. L'argument PID et l'argument option. Commençons par l'argument PID. La valeur de PID peut être l'une de ces valeurs suivantes. Donc, on a 4 cas de figure. Si la valeur de PID est inférieure strictement à -1, -2, -3, -4, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire si on donne une valeur qui est ici inférieure à -1 strictement? Donc, dans ce cas-là, il faut attendre la fin de n'importe lequel des processus fils dont l'identifiant du groupe du processus est égal à la valeur absolue de PID. C'est comme si, ici, on a donné une valeur qui est inférieure strictement à -1. On va prendre sa valeur absolue, qui va nous donner une valeur qui est positive, et ça sera l'identifiant du groupe. Donc, on va attendre n'importe lequel des processus fils dont l'identifiant du groupe est celui qu'on va obtenir en calculant ou bien en prenant la partie positive ici. Si la valeur de PID est égale à -1, donc on va attendre n'importe lequel des processus fils. Donc ceci est équivalent à la primitive wait, dans laquelle on attend n'importe lequel des processus fils. Donc si j'appelle wait PID et ici je donne -1, ceci ressemble à la primitive qu'on a déjà vue, c'est la primitive wait. Si je donne une valeur pour le PID qui vaut 0, alors dans ce cas-là, on va attendre n'importe lequel des processus fils dont l'identifiant du groupe du processus est égal à celui du processus qui a appelé la primitive waitPID, c'est-à-dire le pair. Le quatrième et le dernier cas, c'est le cas d'une valeur qui est strictement positive. Dans ce cas-là, on va attendre n'importe lequel des processus fils dont le PID est égal à PID. Donc, dans le quatrième cas, on va spécifier le processus fils qu'on va attendre par son identifiant, tout simplement. Donc, on a vu le PID. Le statut, nous avons dit que c'est le même pour la primitive wait. Il nous reste le troisième argument, c'est option. Normalement, le troisième argument option, c'est pour le comportement de la primitive wait PID. Comment il va se comporter? Donc, statut a exactement le même rôle. On a déjà dit ça. Donc, c'est le même rôle pour la fonction wait.
Pour maintenant le troisième et le dernier argument, la valeur de option est 0, ou bien c'est un ou logique entre les constantes suivantes. On a trois constantes et chaque constante a un comportement. Donc, ou bien on choisit 0, c'est pour ignorer les trois constantes et par la suite les trois comportements. Si on veut prendre en considération ces comportements-là, on va utiliser un ou logique. Ou bien on appelle une seule de ces constantes, la première ou bien la deuxième ou bien la troisième, ou bien on va faire un ou logique entre deux ou bien plusieurs, deux ou bien trois, ainsi de suite. Donc l'appel le plus simple est d'utiliser 0 pour la partie option, et bien sûr les deux arguments, on les a déjà vus. Maintenant, essayons de voir les deux cas particuliers des processus fils. Il existe deux cas particuliers, le processus zombie et le processus orphelin. Qu'est-ce qu'on veut dire par le processus zombie et qu'est-ce qu'on veut dire par le processus orphelin? Zombie déjà veut dire que mort-vivant, et ni mort ni vivant. Qu'est-ce que ça a comme relation avec les processus? Un processus zombie est un processus terminé dont le père n'a pas encore enregistré la terminaison avec wait. Autrement dit, lorsque le processus fils se termine, il libère presque la totalité des ressources, il envoie un signal au processus père. Le père ne prend pas connaissance de la terminaison de son fils, alors il reste dans l'état bloqué, ou bien dans l'état plutôt zombie, jusqu'à ce que le père prend connaissance de sa terminaison. Alors là, il est libéré totalement, ou bien il va libérer totalement les ressources, il va disparaître. Et voilà. Donc un processus zombie est quasiment terminé. Pourquoi quasiment et non pas complètement? Parce que presque toutes les ressources sont libérées, la mémoire, les fichiers, mais le descripteur du processus, le PCB, il reste dans la table des processus. Donc ce descripteur, il contient la raison de la terminaison, ainsi qu'un résumé de l'utilisation des ressources. Lorsque le père utilise wait, dans ce cas-là, donc il sera bloqué jusqu'à ce que le processus fils se termine. Une fois le processus fils se termine, wait va envoyer le numéro de ce processus fils au père. Donc lorsque le processus père utilise wait, il collecte les informations nécessaires. Par la suite, le descripteur du processus fils sera libéré et bien sûr le processus pourra disparaître complètement du système. Le deuxième cas de figure, ou bien ici, nous avons un exemple pour mieux comprendre. Donc, nous avons un appel de la fonction, bien l'appel système fork. Bien sûr, on a les deux cas. Le cas de 0, c'est-à-dire qu'on est dans le cas du fils. Le cas différent de 0, c'est-à-dire on est dans le cas du père. Donc, je commence par le premier cas, lorsque fork, ou bien la valeur que fork retourne égale à 0. Ceci dit qu'on est dans le cas du père. Pardon, on est dans le cas du fils. Donc, j'affiche le message, je suis le fils. Et j'affiche le ID du fils. Le fils sera bloqué pendant une seconde. J'appelle sleep avec le paramètre ou bien l'argument 1. Donc, il sera bloqué pendant une seconde. Juste après, le père va s'exécuter, il va afficher le numéro, ainsi de suite, et il sera bloqué pendant 20 secondes. Donc, puisque le père est bloqué, il ne va pas recevoir l'information qui dit que son fils s'est terminé. Le père sera bloqué pendant 20 secondes et le fils sera zombie pendant 20 secondes. Jusqu'à ce que le père sera débloqué après les 20 secondes, il va recevoir l'information comme quoi son fils s'est terminé. Alors après cet instant-là, le fils pourra disparaître. Donc ici, l'exécution, donc avec plus d'explications. Donc je commence avec le fils, je suis le fils, mon PID est tac 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 3748. Il sera bloqué pendant une seconde. Le temps où le processus fils est bloqué, c'est le père qui va s'exécuter. Je suis le père, mon PID est 3746 et il va être bloqué pendant 20 secondes. Par la suite, il ne pourra pas recevoir l'information disant que son fils est terminé. Dans ce cas, le fils termine et attend que le père soit réveillé, car le père est dans un état bloqué grâce ou bien à cause, ça dépend,
de l'appel système sleep 20 pour avoir connaissance de son état. Pour que le fils se termine et disparaisse du système, il faut que le processus père lise l'état ou bien le statut de son fils. Une fois il sera débloqué, il se réveille, il sera débloqué, il va recevoir ou bien il va lire l'état de son fils, il saura que son fils s'est terminé et donc c'est bon pour le fils, il pourra disparaître par la suite. Le deuxième cas particulier des processus fils, il s'agit des processus orphelins. J'ai un processus père qui a plusieurs fils, un ou bien deux ou bien trois, je ne sais pas, donc plusieurs fils. Le père s'est terminé avant que ses fils se terminent. Est-ce qu'il va les attendre? Bien sûr que non. Une fois le père se termine, il va disparaître. Et les processus fils seront sans père. Dans ce cas-là, on parle de processus orphelin. Il ne possède pas un père. Qu'est-ce qui se passe exactement dans ce cas-là? Dans ce cas, les processus fils deviennent orphelins et sont adoptés. Donc, une fois leur père disparaît, il se termine, il disparaît, le processus init, initial ou bien init, qui est à la tête de l'arborescence des processus, qui est au niveau de la racine de l'arbre, il va prendre ces fils-là et il sera leur père. Il va les adopter, autrement dit. Il faut signaler ici que le processus init, son PID est 1. Donc, le processus init devient leur père. Un exemple donc, qui montre ou bien qui illustre le cas de processus orphelin. Bien sûr, je prends toujours l'exemple. Donc, j'ai ici l'appel à fork. Si fork retourne au 0, donc on est dans le cas de fils. Sinon, on est dans le cas de père. Donc, je commence, on est dans le cas du fils. J'affiche le message, je suis le fils et j'affiche son PID. Juste après, j'ai un appel à la primitive sleep avec 30 secondes. Donc, le fils sera bloqué pendant 30 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien qu'est-ce qui se passera pendant ces 30 secondes? Alors, pendant ces 30 secondes, le père va s'exécuter, il va afficher je suis le père, mon PID, tac, tac, tac. Une fois il termine l'affichage, il n'y a pas de sleep, il n'y a rien du tout, il ne sera pas bloqué, il va se terminer grâce à la primitive exit. Donc, il affiche le message, il exécute sa tâche et il se termine. Une fois les 30 secondes se terminent, le fils sera débloqué, mais son père n'est plus là. Donc, on parle d'un processus orphelin. Il sera lié ou bien il sera adopté par le processus init. Maintenant, on va voir la dernière partie, donc les primitives de recouvrement. On les appelle primitives de recouvrement ou bien on les appelle aussi les primitives exec. Pourquoi exec? Ça vient de exécuter. Parce qu'une fois on les appelle, ils vont se charger d'exécuter un programme ou bien un fichier binaire. Donc, ces primitives-là permettent à un processus de charger et d'exécuter un nouveau programme binaire, bien sûr en lui transmettant les arguments nécessaires. Donc, je suis dans un processus et au sein de ce processus, je veux lancer un autre programme binaire, un nouveau programme binaire. Le nouveau programme écrase l'ancien. Donc, une fois je suis au niveau ou bien au sein du processus actuel, j'appelle une des primitives de recouvrement pour lancer un programme. Le nouveau programme, une fois il est lancé, il écrase le processus qui a appelé la primitive exec. Donc, il va l'écraser, il va prendre sa place. Le nouveau programme écrase l'ancien, c'est-à-dire l'image du processus réalisant l'appel à exec, ou bien la primitive de recouvrement, et le nouveau programme va s'exécuter sur de nouvelles données. C'est comme s'il va prendre sa place, il va l'écraser. Le mécanisme qu'on a déjà cité ici s'appelle mécanisme de recouvrement. C'est pour ça qu'on appelle les primitives de recouvrement. Il s'agit d'un remplacement. Le nouveau programme va écraser l'ancien, il va le remplacer. Donc le mécanisme de recouvrement, on va l'appeler en anglais, permet de démarrer un programme complètement nouveau qui n'a aucune relation avec l'ancien. Donc il va démarrer dès le début, il va écraser l'ancien, il va prendre sa place, il va prendre des ressources et ainsi de suite. Donc il n'y a pas création d'un nouveau processus. Ici, ce n'est pas la même chose que l'appel fork. Fork crée un fils,
il duplique le code. On a deux processus qui ont le même code. Alors, pour les primitives de recouvrement, on ne crée pas de nouveau processus. Il ne s'agit pas de la création d'un nouveau processus, mais simplement changement de programme. J'avais un processus au départ qui s'exécute. Au milieu de ce processus, j'ai appelé un autre programme grâce à exec. Le programme que j'ai appelé, il va prendre la place de mon processus et le remplacer. Il ne s'agit pas de la création d'un nouveau processus. Le même numéro de processus, le nouveau programme, puisqu'il s'agit d'un changement, le nouveau programme, il va prendre le même numéro du processus qui a appelé exec. Il sera lié au même paire du processus qui a appelé exec. Donc le même numéro de processus, le même paire et la plupart des autres attributs sont conservés pour le nouveau programme. Donc il y a retour au processus. Est-ce que une fois j'appelle un programme binaire, un fichier binaire grâce à la primitive exec, est-ce que je vais retourner au processus qui a appelé exec? Bien sûr, nous avons parlé d'un écrasement, nous avons parlé d'un remplacement. Donc si l'appel de la primitive exec réussi, c'est qu'on a écrasé le processus, on l'a remplacé par le nouveau programme et on l'a écrasé. Donc, on ne pourra jamais retourner au processus qui a appelé exec dans ce cas-là. Et dans quel cas on pourra retourner à ce processus? Dans un seul cas, c'est lorsque le recouvrement n'a pas eu lieu, c'est-à-dire lorsque j'ai appelé la primitive exec et la primitive exec a échoué dans l'appel ou bien dans le chargement du nouveau programme. Lorsque la primitive échoue, dans ce cas-là, le recouvrement n'aura pas lieu et par la suite, on retourne au processus qui a appelé exec. Sinon, on ne pourra jamais retrouver le processus. Pourquoi? Parce qu'il est ou bien il sera écrasé par le programme appelé par exec. Donc, dans le cas où le recouvrement n'a pas eu lieu, les fonctions de recouvrement ils vont retourner -1. Dans ce cas-là, on saura que le recouvrement n'a pas eu lieu et bien sûr, on pourra retourner au processus de départ. Bien sûr, il existe diverses variantes de la primitive exec. Ils diffèrent selon le type et le nombre des paramètres. Ici, nous avons cité 4, il existe, je pense, 6. Donc ici, on a cité seulement les 4 qu'on va voir dans ce cours. Donc on voit que exec L, exec V, exec LP, ainsi de suite. On voit que les paramètres changent. Le nombre et la nature des paramètres changent. C'est ce qui différencie ces primitives de recouvrement. Les primitives de la famille exec, c'est-à-dire les primitives de recouvrement, se différencient par la manière dont les arguments sont transmis. Bien sûr, ici, si vous avez remarqué, des fois on a un pointeur de caractères, des fois on a un pointeur sur un tableau de caractères. Donc ça, c'est la première différence entre les primitives de la famille exec. Donc ils se différencient par la manière dont les arguments sont transmis. On a deux choix. Ou bien les paramètres sont transmis sous forme de liste, ou bien ils sont transformés, ou bien transmis, pardon, sous forme de tableau. C'est le cas de exec L, L c'est pour liste, exec V c'est pour vecteur, ou bien tableau, c'est la même chose. Donc, on peut les différencier selon la nature ou bien la manière dont les arguments sont transmis. Ou bien il s'agit d'une liste, ou bien d'un tableau. Autre chose pour différencier les primitifs de la famille exec, c'est la manière dont le programme à charger est recherché dans le système de fichiers. Donc on a deux cas de figure encore une fois. Donc les primitifs de la famille exec se différencient également par la manière dont le programme à charger est recherché dans le système de fichiers. Ou bien dans le cas de chemin, ici on a ou bien chemin, on a ou bien fichier. Donc c'est la différence entre les deux. Chemin indique un fichier dans le répertoire courant. Dans ce cas-là, on a intérêt à fournir le chemin absolu. Fichier indique le fichier est à rechercher dans le répertoire spécifié par la variable environnement path. C'est pour ça qu'on a le P. C'est le cas pour ces deux primitives, exec LP et exec VP. Pourquoi le P? C'est P est lié à la variable d'environnement path. C'est la seule différence. Commençons avec
les premières familles de fonctions ou bien primitives de recouvrement, c'est-à-dire le cas où les arguments sont passés sous forme de liste, à savoir exec L, exec LP. Commençons avec la primitive exec L. Bien sûr, son prototype est le suivant. Bien sûr, on a le chemin, on a la liste des arguments et la liste se termine par un pointeur nul. Chemin indique le chemin absolu du programme à exécuter. Bien sûr, si on veut exécuter un programme, il faut donner ici le chemin absolu du programme qu'on veut exécuter. L'argument 0, le premier argument, désigne le nom du programme à exécuter. Donc, chemin, c'est le chemin absolu. Arg 0, c'est le nom du programme à exécuter. Par la suite, arg 1, arg 2 jusqu'à arg n, c'est le IM, arg 1 c'est le deuxième, arg 2 c'est le troisième argument à passer au programme qu'on souhaite exécuter. Ici un exemple, donc chemin pour exécuter la commande ls que vous connaissez déjà. Donc si on veut exécuter la commande qui n'est autre qu'un programme, donc le chemin pour lancer ce programme-là est ce chemin-là. Si le premier paramètre est le chemin absolu, alors arg0 vaut ls. Donc, nous avons dit que arg0 désigne le nom du programme qu'on veut exécuter. Dans ce cas-là, on veut exécuter le programme ls. Donc, un exemple simple pour mieux comprendre, donc on veut lancer la commande. Donc, la commande, ça c'est le programme, et ce sont les paramètres, les arguments, à partir d'un programme. Donc, le programme qui va lancer ou bien qui va appeler la primitive de recouvrement execL, c'est celui qu'on est en train d'écrire, qui commence avec les includes et qui commence avec la fonction principale main. Ça, c'est le processus de départ. Ce processus a appelé la fonction ou bien la primitive de recouvrement execL. Cette fonction de recouvrement, il va lancer le programme ls. Voici son chemin, son nom, et voici ses arguments, ou bien ses paramètres. Une fois la fonction execL cherche le programme à partir de ce chemin et lui donne, ou bien lui transmet les paramètres, le programme ls, il va prendre la place de ce programme en entier. Parce que ce programme-là, normalement, une fois il est en train de s'exécuter, il devient un processus. Et donc, lorsque execL lance le ls, il devient aussi un processus, mais qui va écraser le processus qui a appelé execL. C'est pour ça qu'on parle de recouvrement. Il va le remplacer et l'écraser. Donc, la deuxième primitive de recouvrement, c'est execLP. Donc, les paramètres sont passés sous forme de liste et on utilise la variable d'environnement path. Donc, voici le prototype. Fichier indique le nom du programme à exécuter. Si le programme à exécuter est situé dans un chemin de recherche de l'environnement, alors il n'est pas nécessaire d'indiquer le chemin complet du programme. Il suffit de donner le nom du programme. Arg0 est le nom du programme à exécuter. Donc, ça ressemble à la primitive qu'on vient de voir. En général, identique au premier, si aucun chemin explicite n'a été donné. Bien sûr, si on a donné seulement le nom du programme pour le premier argument. Le deuxième argument, puisque c'est le nom du programme, on aura une répétition. Donc la valeur qu'on a donnée pour le premier argument, il sera répété pour le deuxième argument. Un exemple pour exécuter la commande ls, donc fichier, ici normalement c'est le nom du programme, donc fichier vaut ls. Si le premier paramètre est ls, alors arg0 vaut ls. Le nom du programme, c'est répété deux fois. Parce que pour le premier paramètre, on n'a pas mentionné le chemin complet. On a donné seulement le nom du fichier. Un exemple pour illustrer l'usage ou l'utilisation de cette primitive de recouvrement. Donc, j'ai le programme de départ et dans ce programme, j'appelle la primitive de recouvrement execLP. Donc, execLP, elle va lancer le programme ls. Programme ls. Ici, on n'a pas donné le chemin complet, mais on a donné le nom du programme, donc c'est pour ça qu'on a la répétition.
On va lancer ce programme avec ces deux arguments. Bien sûr, la primitive de recouvrement exec.lp, il va essayer de lancer le programme qui est un exécutable. Une fois exec.lp réussit à le faire, le programme ls, il va écraser notre programme, il va le remplacer, il va prendre sa place et s'exécuter. Mais dans le cas où exec.lp échoue, il n'arrive pas à lancer le programme ls, qu'est-ce que nous avons dit? C'est le seul cas dans lequel on va retourner à notre programme. On va retourner à notre programme lorsque le recouvrement n'a pas eu lieu, c'est-à-dire la fonction de la primitive de recouvrement n'a pas pu lancer notre programme. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On trouve ici une instruction dans laquelle nous avons appelé la fonction perror qui va consulter la variable globale rno. Il va afficher le contenu ou bien il va afficher le message échec de la primitive exec.lp. En plus de ce message, il va consulter la variable globale rno et selon la valeur qu'elle trouve dans cette variable, il va afficher le message correspondant. Et c'est le seul cas dans lequel on va retourner au programme ou bien au processus qui a lancé l'appel ou bien qui a appelé la primitive de recouvrement. C'est dans le cas où la primitive de recouvrement n'a pas réussi ou bien il a échoué. Maintenant, essayons de voir les autres familles de primitives de recouvrement, c'est-à-dire le cas où les arguments sont passés sous forme de tableau et non pas de liste. Bien sûr, nous avons deux primitives, exec.v et exec.vp. Commençons avec la première, c'est la primitive exec.v. Donc voilà le prototype de cette primitive. Bien sûr, ça ressemble aux primitives que nous avons déjà vues. Donc le chemin, et ici au lieu d'avoir une liste, on a un tableau. Donc argv, c'est un pointeur vers un tableau qui contient le nom et les arguments du programme à exécuter. Donc dans ce tableau, on aura dans la première case le nom du tableau, la deuxième case le premier argument, la troisième case le deuxième argument, et ainsi de suite. Et la dernière case, bien sûr, on doit initialiser la dernière case avec la valeur nulle, un pointeur nul, pour dire que c'est la fin des arguments de notre programme. Bien sûr, chemin signifie la même chose que nous avons déjà vu pour la primitive précédente. Ici, nous avons un exemple. Donc, j'ai mon programme. Je commence. Donc, il faut préparer le tableau. J'ai déclaré un tableau de 3 pointeurs sur des caractères. Dans la première case, c'est le nom du programme qu'on veut lancer. La deuxième case, c'est le premier argument. Et on a un seul argument. C'est pour ça que dans la troisième case, on a affecté la valeur nulle. Ensuite, j'appelle la fonction, ou bien la primitive de recouvrement exec.v. Je donne le chemin de mon programme que je veux lancer. Et ensuite, je donne le tableau qui contient le nom du programme et les paramètres que le programme, ou bien dont le programme aura besoin. La dernière primitive de recouvrement, c'est la primitive exec.vp. Donc, c'est presque la même chose que nous avons vu dans la primitive précédente, sauf qu'ici, on va utiliser la variable d'environnement path. Donc, argv, pointeur vers un tableau, c'est la même chose. Donc, pointeur vers un tableau qui contient le nom et les arguments du programme à exécuter. La dernière case du tableau vaut nul. Fichier a la même signification que dans la primitive précédente. Ici, on a un exemple. C'est presque la même chose, sauf qu'ici, on n'a pas donné le chemin absolu. On a donné le nom du programme. Donc, on a déclaré un tableau de 3 cases et on a initialisé les 3 cases avec les valeurs correspondantes. Et enfin, on a appelé la primitive de recouvrement pour remplacer ou bien pour exécuter le programme ls qui va par la suite écraser notre programme. Donc, la dernière primitive système, c'est la primitive système. Donc, il permet de lancer une commande shell à partir d'un programme comme si c'était un sous-programme. C'est comme si, au lieu de lancer, vous tapez votre commande sur la ligne, dans la ligne de commande. Donc, vous pouvez le faire grâce à la primitive système. Donc, votre commande sera l'argument de la primitive système. Donc, voici le prototype. Donc, il prend une chaîne de caractères, c'est une constante. C'est pour ça, dans l'argument, on va donner la commande qu'on veut lancer
comme étant une chaîne de caractères constante. Donc, la primitive système, elle est semblable aux primitives de recouvrement, sauf que ici, on ne va pas écraser un programme. C'est pour ça qu'il s'agit d'une primitive qui est beaucoup plus simple d'utilisation. Donc en bas, nous avons un exemple qui montre un exemple d'utilisation de la primitive système. Donc un programme qui lance la commande clear. La commande clear, bien sûr, vous pouvez la taper en ligne de commande. Il permet d'effacer le contenu de la console. Donc vous pouvez le faire, que ce soit en le tapant sur la ligne de commande, ou bien vous pouvez le faire dans un programme, tout simplement. Donc ici, vous avez appel, donc système clear. Donc une fois on a cette instruction, donc la console sera effacée juste après. Donc c'était tout pour ce dernier chapitre, donc l'introduction à la programmation système. Donc si vous avez des questions en ce qui concerne ce dernier chapitre, ou bien les chapitres précédents, ou bien les TD, vous pouvez toujours me contacter, que ce soit par mail ou via la plateforme de MS Teams. Je vous dis bon courage pour la suite.